Il y a un an, je peinais à rester concentrée plus d'1 minute quand je lisais un livre. Non mais vraiment, en fait, j'abandonnais tellement vite sans même m'en rendre compte que je lisais 30 fois la même phrase. À ce stade-là, on peut pas dire qu'au bout de quelques chapitres, j'abandonnais. Non, au bout de 2 pages, j'abandonnais. Eh bien, aujourd'hui, 1 an plus tard, je suis à 100 livres lus en 1 année. Entre manga, BD, essais philosophiques, sociologiques et juste romans en tout genre, aujourd'hui je vous fais mon big récap 2025 avec, accessoirement, mes petits tips et conseils pour vous mettre ou remettre à la lecture si vous galérez comme moi il y a plus d'1 an. Alors sur ce, ne perdons pas plus de temps, c'est parti. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Juliette, j'ai 25 ans et j'adore lire. Voilà, fin de la vidéo. Depuis aussi loin que je me souvienne, petite, j'avais toujours une BD à la main. Vraiment un Tom Tom et Nana, un Petit Diable, un Sisters, un Seul, un Kit Paddle, ce que vous voulez. Le plus souvent, je les dévorais quand j'étais en train de prendre mon petit déjeuner, ça ou alors je lisais le dos des paquets de céréales. Les jeunes des années 2000 se reconnaîtront. Oh mon dieu, je suis une boumeuse, je viens de m'en rendre compte en le disant. Ou alors, je dévorais mes j'aime lire, mes chérubes, mes chairs de poule, jusqu'à très tard le soir, parce qu'en fait, c'était la seule raison qui me donnait le droit de veiller tardivement, selon l'autorité locale, à savoir mes parents. Et j'ai toujours vraiment beaucoup lu petite, sauf que en grandissant, j'ai énormément perdu ce goût-là de la lecture et surtout cet appétit, cette curiosité de la lecture, cette régularité, le fait que ce soit dans mon quotidien, au fur et à mesure en fait très simplement de l'apparition des téléphones dans nos vies, notamment dans la mienne, et des réseaux sociaux sur lesquels je perds beaucoup de temps depuis. Et aussi depuis l'apparition des Sims. Non, parlons-en, franchement je vous jure, les Sims m'ont volé des années de vie, je ne peux pas les compter en ce jour. Et en fait, un jour, je me suis fait un constat alarmant, c'est que genre vraiment, on était rendu en 2022, et j'ai un pote vraiment que je rencontre, avec qui on échange, etc., et qui me demande des rêves de livres, et je me rends compte que je sors que des vieilles rêves de livres, parce que je n'en ai plus à l'heure actuelle, et il m'a dit « Non, mais c'est quoi, genre, le bouquin que t'as lu, là, dans les derniers mois, et que t'as vraiment aimé ?» Ben, je n'ai pas eu de réponse à donner à cette personne. Parce qu'en fait, ça ne se comptait plus en mois où je n'avais pas lu un livre, ça se comptait en années. Et attention, c'est ok. Je pense que je vais faire le disclaimer ici, comme ça ce sera fait une bonne fois pour toutes dans la vidéo. Je vais beaucoup parler de lecture parce que j'imagine, vous avez cliqué dessus, c'est que voilà, ça vous parle, ça, c'est quelque chose qui vous anime, mais il n'y a aucune obligation fondamentale à lire. Il n'y a aucune compétition vraiment à qui lit le plus, qui lit le moins. Enfin, oui, vous allez dire, ah mais Juliette, pourquoi t'as mis dans ce cas-là, j'ai lu 100 livres? Parce qu'au bout d'un moment, il faut que l'algorithme YouTube m'apprécie. Voilà, non, franchement, faut le dire, les gars, on espère que les vidéos pètent un peu, il faut que je rentre dans le sillon, faut que je rentre dans la matrice au bout d'un moment. Je veux bien qu'on soit là d'amour et d'eau fraîche, faut que je rentre dans la matrice. Mais vraiment, je pèse mes mots, il n'y a aucune obligation, il n'y a aucune vraiment compétition par rapport à la lecture, malgré tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, parce que ça fait très surconsumérisme, des gens qui lisent de plus en plus, etc., mais genre, de plus en plus, vraiment, waouh! Alors que nous, on met hyper longtemps pour lire un bouquin. Genre vraiment, sur ma table de chevet, il y a le Hunger Games. Pas lever de soleil sur la moisson, non! La balade de l'oiseau du serpent moqueur, je l'ai commencé il y a 1 an. Bon, là, j'abuse un peu quand même. Hein. Mais du coup, le but de cette vidéo, au-delà donc des recommandations littéraires qui redonneront un sens à votre vie de lecteur ou de non-lecteur, mais lecteur en redevenir, elle a aussi pour vocation, pour vous, si voilà, vous avez envie d'un peu de changer la donne dans votre rapport à la lecture, ou juste si vous êtes curieux, curieuse, ça peut être juste... You know, d'avoir tout simplement un nouvel axe de pensée, des petits conseils, des petits tips qui peut-être résonneront en vous cette fois, du moins je l'espère. Alors, comme je suis une bonne élève, mais surtout que je suis une énorme pipelette, j'ai structuré cette vidéo en 3 points. Oui, hop là! Non mais vous allez pas vous spoil non plus. 3 points qui selon moi expliquent vraiment le pourquoi du comment de cette vidéo aujourd'hui, en cette fin d'année 2025 qui franchement tarde à finir, ma sœur, lâche l'affaire. Et on va commencer tout de suite avec le grand 1, Juliette du montage, fais-nous un truc un peu stylé là, en mode film, docu. Grand 1, c'est pourquoi du coup j'ai eu envie de me remettre à la lecture. Alors là vous allez vous dire, non mais Juliette, c'est bon, on a compris, tu t'es remise à la lecture, pourquoi tu nous sors le... Dis-nous comment tu t'es remise à la lecture. Et en fait, je trouve ça hyper important de vous rappeler voilà le pourquoi qui est le mien et qui je pense est celui de pas mal de personnes quand j'en ai parlé du coup avec des gens de mon entourage. Parce que ça donne beaucoup plus de poids en fait quand vous allez vouloir vous remettre à la lecture. C'est que pourquoi on a envie de s'y remettre, fondamentalement.
Personnellement, la raison la plus importante qui m'a donné envie de me remettre à la lecture, c'était un besoin, mais genre primaire, de me déconnecter des réseaux sociaux et de me déstimuler numériquement parlant. J'ai fait tons of vidéos sur le subject, mais vraiment mon mot d'ordre ces dernières années, c'est de me rendre compte à quel point je passe un temps fou et surtout à quel point je perds un temps fou sur les réseaux. À savoir, voilà, moi ça me dérange pas, c'est même mon métier, j'aime bien scroller, mais 9 heures par jour, ma sœur, calme-toi. Vous imaginez que dans une semaine, ça fait donc 63 heures. La meuf faisait quasiment un double CDI par semaine sans scier. Non, c'est pas possible. Et en fait, j'en ai eu marre de m'inventer des excuses en disant non, mais j'ai grave pas le temps pour faire autre chose, je comprends pas, sans vouloir analyser des données qui posaient problème. Et vu qu'en parallèle, l'utilisation très excessive des réseaux sociaux et du numérique en fait, de manière générale, j'ai toujours réseaux sociaux parce que c'est là que je passe le plus clair de mon temps, Instagram, TikTok, YouTube, etc. Mais les écrans de manière générale, c'est qu'en parallèle, ça me rendait de plus en plus mal. Et je me suis dit, ouais mais Juliette, si t'es plus sur les réseaux sociaux, honnêtement, tu vas te divertir comment? Parce que quand j'attends le bus, je suis sur mon tel, je suis sur Instagram. Quand je suis aux toilettes, je suis sur Instagram. Je me suis dit, mais si t'as plus ça, c'est tellement devenu un réflexe, qu'est-ce que tu vas faire? Je me suis dit, c'était quoi mon alternative autre quand j'étais petite? C'était que j'avais toujours un bouquin. Mais genre vraiment, toujours une BD sous le bras, toujours un bouquin. Et mais c'est trop bien. Moi, je veux être cette nana qui a son petit livre dans son sac, dans le métro, dans le tram, tac tac tac, petit livre. Et en plus, à l'heure actuelle, on a vraiment pléthore de genres littéraires qui peuvent nous intéresser, que ce soit d'un point de vue de pur divertissement. Vous aimez la fantasy, vous aimez les dragons, la magie, tout ça, vous avez. Vous aimez la romance, qu'elle soit classique, actuelle ou dark, vous avez. Vous voulez vous informer sur le monde, sur des sujets que vous connaissez ou que vous avez envie d'approfondir ou de découvrir, vous avez. Tout comme l'ère d'Internet a révolutionné beaucoup de choses, eh bien l'ère littéraire continue de le faire depuis des siècles. Sauf que c'est beaucoup moins accessible puisque la concentration du cerveau pour se poser sur cette activité, elle n'est pas la même que quand on ouvre une application d'un réseau social et où on a juste à passer les contenus. Ça ne mobilise pas les mêmes... Et du coup, de pair, la deuxième raison qui a fait que j'ai voulu me remettre à la lecture, c'était remobiliser ma concentration et justement mes aptitudes à lire, à me poser et à ne faire qu'une chose à la fois. Pareil, un constat un petit peu alarmant que j'ai eu ces dernières années, c'est que j'avais énormément, mais vraiment énormément, drastiquement perdu de concentration. Je suis désolée, il y aura que ce mot, je n'ai pas de synonyme. J'ai fait du théâtre, je pense, à partir du moment où j'ai su parler, mais véritablement, j'en ai fait 10 ans dans ma vie, ensuite j'ai fait du droit. J'apprenais tout le temps des choses par cœur. J'ai la chance d'avoir un cerveau très scolaire en plus en ce sens, donc vraiment une forme pragmatique d'intelligence scolaire. Et là, après des années, je vous assure que j'ai tout perdu. Et là, vous allez dire, non mais Juliette, c'est normal. Tu es aussi sortie du circuit scolaire, donc c'est logique que tu mobilises plus les mêmes capacités et du coup que tu les perdes. Et honnêtement, il y a complètement de ça, je ne vais pas contredire le fait, mais il y a surtout que l'utilisation, encore une fois excessive, que j'ai fait des réseaux sociaux, des écrans, etc., m'a vachement réduit ma capacité à me concentrer et du coup à mobiliser mes neurones pour une tâche. C'est que même cuisiner quelque chose que j'affectionne depuis toujours, je ne pouvais plus faire une recette sans me faire des pauses réseaux sociaux. Enfin, en fait, c'était même pas des pauses, c'est que ça me venait dans la main avant même que je le conscientise. Et là, ça m'a fait un petit peu peur. Non, je ne vais pas vous mentir, cela m'a fait quelque peu... Parce que je me suis sentie vraiment, voyez, tel un pruneau qui s'assèche. J'ai eu l'impression que mon cerveau devenait ça. Alors, no offense à tous les pruneaux du monde, il n'y a pas de problème avec ça, mais je n'ai pas envie que mon cerveau en devienne un. Et c'est vraiment le mot médiocrité qui m'est apparu. Médiocrité, c'est pas forcément négatif, c'est-à-dire qu'on vient vraiment à un état ultra neutre et vraiment, bon, pas ouf quand même sur la tangente d'esprit. Et ça m'a quelque peu agacée parce que j'ai toujours été quelqu'un de très intéressé par la langue, par la syntaxe et par, les connaissances, la lecture de manière générale. Je trouve que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire que mes parents, et j'ai cette chance, ont pu me transmettre en fait pendant toute mon enfance. C'est-à-dire que nous, on a eu vraiment la culture littéraire, de films, de musique au milieu de beaucoup de choses dans nos vies. Et là, j'avais le sentiment de le perdre, et du coup, de perdre une forme, en fait, de moi, enfin une partie de moi, en arrêtant de lire d'une manière, encore une fois, drastique. Et surtout, j'avais l'impression de perdre quelque chose qui m'était très cher, à savoir, en fait, un vocabulaire beaucoup plus diversifié, une manière de penser structurée et surtout fournie.
Et ça, c'est quelque chose qu'il faut rappeler, c'est que l'art de la rhétorique, le fait de bien parler, c'est quelque chose que j'avais énormément perdu ces dernières années. Je le voyais même à ma manière de discuter. Je bégayais beaucoup, genre je buguais littéralement sur énormément de mots parce que mon cerveau allait tellement vite formaté avec les formats justement qu'on a sur les réseaux sociaux actuels, qu'il ne laissait plus le temps là, à la matière grise de formuler une pensée cohérente, structurée, etc. Non, il fallait tout de suite aller à l'essentiel et sinon j'étais perdue. Et le fait de vouloir me remettre à la lecture, c'était laisser en fait mon cerveau reprendre le temps de digérer, d'intégrer des phrases, voilà, de se confronter à du vocabulaire qu'il n'avait pas forcément, et in fine, de laisser à ma pensée, moi, personnelle, le temps de plus se construire. Et il n'y a rien de plus frustrant que lorsqu'on veut dire quelque chose, que lorsqu'on a un sentiment, une pensée, mais vraiment qui pulse au fond de nous, et qu'on n'a pas les mots pour la qualifier. C'est souvent les moments où, du coup, on peut finir par être violent, que ce soit à la personne à qui on parle ou à nous-mêmes, envers nous-mêmes, parce qu'on est dans cet état d'entre-deux, d'avoir plein de choses qui bouillonnent vraiment en nous, mais pas les clés pour les transmettre de la meilleure manière à la personne en face. Et ça vient donc argumenter mon troisième point de pourquoi j'ai voulu me remettre à la lecture, c'est tout simplement m'enrichir. Pour moi, la base de la vie, et vraiment si je devais retenir un mot, ce serait celui-ci, c'est le partage. C'est ce qui, je pense, nous rend le plus humains. C'est de se dire, ben voilà, je comprends ta situation, ou au contraire, je ne la comprends pas, mais j'ai quand même envie d'écouter ton histoire. Qu'elle soit fictive, qu'elle soit non fictive, ou même que ce soit voilà, des essais sociaux, philo, économiques. J'ai même lu des essais d'ingénieurs cette année, s'il vous plaît. J'ai arrêté les maths il y a fort longtemps. J'ai lu des essais d'ingénieurs. Parce qu'en fait, ça m'intéresse. Déjà, je trouve ça fou des gens qui ont pris le temps d'écrire un livre. Genre vraiment, je trouve ça mais dingo. Et surtout, ça m'intéresse de savoir comment les humains fonctionnent, comment les humains réfléchissent. Et même des pensées qui sont pas forcément les miennes, des pensées où je suis pas forcément totalement d'accord, ça m'intéresse d'autant plus. Pour moi, la seule manière, pareil, d'approfondir notre humanité intérieure, en fait, c'est tout simplement d'enlever l'autofocus sur sa propre personne. Et revenir à la lecture, c'était revenir vers un enrichissement personnel à travers une curiosité du monde. Comment j'ai fait pour me remettre à la lecture ? Alors, je préfère vous prévenir, il n'y a pas de tips magiques. Non, je suis navrée, vous n'allez pas sortir de cette vidéo et vous enfiler Tolkien. Vous n'allez pas miraculeusement pouvoir vous mettre à lire des énormes livres ou même des essais hyper complexes si tel est votre choix à la sortie de cette vidéo. Mais par contre, les instruments, les conseils, les tips que je vais vous donner là tout de suite, ce sont vraiment des choses que j'aurais aimé entendre quand je me suis remise à la lecture parce que ça m'aurait épargné des mois un petit peu d'errance et je vais m'expliquer donc très vite, tout de suite en fait. On arrête là les intros de 12 ans. Premier tips, c'est accepter d'être lent. Oui, c'est vraiment le plus grand conseil que je pourrais vous donner, c'est que ne retransmettez pas l'archi-consumérisme, l'esprit capitaliste que l'on a dans notre vie de tous les jours dans les livres. Parce qu'en fait, ça va tout bousiller. Quand je me suis remise à la lecture, je me suis refusée en fait à regarder des contenus sur le BookTok. Et honnêtement, je n'en consomme toujours pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai quand même eu, à mon tout début de remise à la lecture, une envie de plus finir des livres que de les apprécier en soi. C'est que j'étais tout le temps à regarder en bas le nombre de pages vraiment qu'il me restait, combien j'avais lu en tant de temps. Ah oui, mais elle, regarde, quand elle lit, elle met tant de temps. J'étais dans une performance en fait. Et du coup, honnêtement, ça m'a bousillé, mais je dirais 20 premières lectures. Hein. Et encore, je suis gentille quand je dis 20 premières lectures, c'est que ça m'a vraiment mis dans un esprit de ne pas être vraiment actrice du moment qui se passait, mais d'être une espèce de spectatrice-actrice. Remobiliser du temps de concentration, ça prend du temps, justement. Parce que quand on se dit, ok, là, je pose mon tel, parce que oui, quand vous allez lire au début, faites-moi confiance, éloignez votre téléphone. Mettez-le en ne pas déranger, mettez-le en mode avion, éteignez-le si vous en êtes à ce niveau-là de bravoure. Mais vraiment, le moins vous avez de stimuli numériques, visuels, auditifs, le mieux vous vous porterez. Moi, je suis une girly girl qui a toujours dit, ah mais moi, je fais tout en musique. Que nenni, on ne lit pas de la même manière quand on a de la musique dans les oreilles que lorsqu'on n'en a pas. Je ne dis pas que c'est incompatible, ne commencez pas à m'assaillir en commentaire de vos « mais t'es malade, c'est génial !» Je ne remets pas en question. Mais croyez-moi, je suis full stimulée à longueur de journée, j'adore ça. Je ne lis jamais aussi bien, je ne suis jamais autant transportée dans des livres que quand je n'ai pas de musique dans les oreilles.
C'est qu'encore une fois, on est tellement habitué à toujours vouloir rajouter du bonheur au bonheur qu'on n'arrive plus en fait à se satisfaire d'un bonheur qui est déjà assez extraordinaire comme ça, à savoir la créativité, l'inventivité d'une personne couchée sur du papier. La meilleure manière de se déstimuler et de rendre à votre cerveau le plus possible les armes pour se concentrer, c'est de pas lui donner des couteaux à bourron, quoi. J'ai pas d'autres métaphores. Encore une fois, je parle pour les personnes dites ordinaires. Si vous avez des problèmes de concentration, genre vraiment avérés et que ce sont des moyens qui vous permettent de le faire, je ne le remets pas en question, vous vous en doutez bien. Donc si vous acceptez cette lenteur dès le début, vous allez accepter en fait de vous battre encore une fois avec le plus d'armes possible et du coup d'éloigner toute forme de distraction qui viendrait polluer votre nouvelle aptitude ou du moins votre essai à vous reconcentrer. Oui, ça prend du temps. Comme tout apprentissage ou comme tout réapprentissage. Il n'y a rien qui vient comme ça cuit dans la bouche. Mon deuxième conseil, c'est alterner vos lectures et ne pétez pas plus haut que votre fiac. J'ai failli me dégoûter à jamais de la lecture parce que en fait, non mais attendez. En gros, quand je fais un peu le postulat des choses, donc comme je vous l'ai raconté de non mais j'en ai marre d'être tout le temps sur mon téléphone, j'ai envie de me remettre à la lecture, j'ai envie de me réenrichir du monde qui m'entoure, j'ai voulu lire de la philo et j'ai lu Nietzsche. Erreur. En fait, pour moi, j'étais tellement capable de tout que j'ai oublié, encore une fois, que j'avais perdu mes capacités de lecture. Et encore à l'heure actuelle, maintenant que je lis plus, croyez-moi, Nietzsche is too soon. It is very too soon for now. Lisez des choses en fait qui vous plaisent. Lisez des choses qui fondamentalement vous donnent envie. Ça ne sert à rien de vous aventurer dans des lectures qui fondamentalement vous repoussent. Je ne vous dis pas de ne pas être curieux ou curieuse, bien évidemment. Il y a des fois, ça fait du bien de se faire un petit affront. Voilà, comme je vous l'ai dit, moi j'ai fait des lectures cette année qui m'ont pas plu, mais je suis quand même très très contente de les avoir faites parce que déjà je peux dire qu'elles ne m'ont pas plu, je peux même dire pourquoi elles ne m'ont pas plu. Mais si je lisais toujours que des livres vers lesquels j'ai pas vraiment à la base envie de me tourner, je vous assure que je n'irai pas beaucoup. Et honnêtement, dans les périodes creuses que j'ai à l'heure actuelle où je ne lis pas, c'est toujours en vrai la raison qui fait que je ne lis pas. C'est parce qu'en fait, j'ai pas de choses appétissantes à lire. Et pour prendre une métaphore de bouffe, puisque j'adore faire ça et que je suis taureau, ascendant taureau, lune taureau, c'est comme si vous aviez pendant une semaine des légumes oubliés à manger en sachant que ça va faire du bien, que tout le monde vous dit « Oh non mais ça fait super du bien à ton organisme », c'est chiant toute la semaine. Faut un peu varier les plaisirs, faut un peu mettre au moins de crème fraîche dans les blettes pour que ça passe. Et bien les livres, c'est pareil, les lectures, c'est pareil. Faites-le avec modération. Franchement, c'est un conseil que moi je m'applique encore, c'est que quand je lis quand j'ai des grosses lectures ou des lectures que j'appelle découvertes, je reviens la lecture d'après, la deuxième même lecture d'après, la troisième lecture encore après, à des choses qui me plaisent, que j'aime, pour me dire « Ah, c'est vrai que lire, ça peut être aussi simple que ça ». Ce que je vous dirais donc, c'est ne suivez pas aveuglément, par exemple, les recommandations du BookTok, ou même mes recommandations à moi, les recommandations de quiconque. Suivez des choses qui vous donnent envie. Quand vous entendez des résumés, lisez toujours peut-être des premières pages. Moi, c'est quelque chose que je fais énormément quand je vais pour acheter un livre. C'est que je regarde des interviews de l'auteur ou de l'autrice. Je ne pense pas que quand on a envie de se remettre juste à la lecture, on est prêt à s'enquiller 100 pages ultra boring parce que non mais tu comprends, les 30 dernières sont extraordinaires. Faites-vous un kiff en fait les gars, c'est pas le but de la manœuvre. Et surtout, alternez vos lectures. Vous lisez un truc qui mobilise vraiment vos neurones là pour apprendre quelque chose, hop, après, du divertissement pur. BD, manga, roman, on s'en fiche, on mélange le tout, il n'y a pas de sous-genre littéraire. Moi, les BD et les mangas, ça fait vraiment partie intégrante de ma vie. Ma bibliothèque, je pense, est plus composée, mais très largement d'ailleurs. J'ai 80% c'est que des mangas, mais vous avez des bijoux en fait de BD, de plein d'autres choses que des romans purs et durs, et pour moi c'est un noble art à part entière. C'est une autre manière d'avoir accès à des histoires de vie, et moi je trouve ça juste sublimissime, ça n'a rien à voir, les romans entre les BD entre les mangas, et
et etc. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut intégrer, c'est qu'il n'y a pas d'élitisme dans la lecture. On va vous donner la culture littéraire légitime, donc les grands classiques, mais on a la chance de pouvoir se faire notre propre culture et elle nous appartient et personne n'a le droit en fait de vous dire si votre culture littéraire est la bonne ou non. Si votre grand kiff c'est de lire des shonen à longueur de journée, mais faites par la pitié. Et ça, c'est vraiment le dernier point que je vous donnerai en tips, mais à intérioriser profondément, c'est de vous dire la lecture, c'est un plaisir et ce n'est pas une corvée. Encore une fois, je parle de remise à la lecture. Parce que là, quelque chose que je vois cette année, c'est que plus je lis de livres, plus je me rends compte que trouver un bon livre, genre vraiment un livre qui vous accroche, vous voyez, c'est pas évident. Et je ne subis jamais les lectures, ça c'est aussi quelque chose, quand on se remet à la lecture, on n'a pas envie d'arrêter un livre en cours de route parce qu'on s'ennuie, on a envie de le finir, on ne laissera rien comme ça ouvert et puis après on le ferme parce qu'on sait pas quoi en faire. Fermez-les. Fermez, je vous jure, fermez ces livres. C'est très compliqué pour moi de le dire, hein, et j'ai le toupet de vous dire ça. Il y a des livres, si vous vous y remettez une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, on n'y arrive pas, on le ferme. À la rigueur, si vraiment vous n'avez pas envie de lâcher l'affaire, vous le reprendrez plus tard. Peut-être parfois c'est une histoire de quelques mois, hein, ça vous fait changer la donne sur la chose. Mais faites-moi confiance, en fait pareil, ça va vous bousiller votre envie de lire que de vous forcer à avoir une lecture que vous n'appréciez pas. Faites confiance à votre intuition. Il y a une différence entre ne pas rentrer dans une lecture parce qu'on se donne pas, encore une fois, le bon climat, la bonne bulle pour se faire. Donc par exemple, vous êtes beaucoup sur votre téléphone et vous rentrez pas dans votre livre. Il y a peut-être une raison évidente. Par contre, si foncièrement, ça fait 4 fois, vous essayez de vous taper le même chapitre sans aucune distraction, mais juste que l'histoire vous plaît pas, ça accroche pas, et que vous ne vous voyez pas là continuer encore 10 pages à le lire, mais lâchez l'affaire, les gars, lâchez l'affaire. Ah oui, aussi, quelque chose que je vous dirais, c'est parler de vos lectures avec vos amis, vos proches ou des gens sur Internet, sur les réseaux, si vraiment vous en avez pas autour de vous, parce que je trouve que c'est quelque chose aussi qui booste énormément à lire. Peut-être que moi, ça va vous parler, ça va vous inspirer, je sais pas, parce que vous aimez mon contenu ou la manière dont je vais vous vendre les livres, mais je trouve que forcément ça n'a jamais autant de crédit que lorsque vous avez quelqu'un de proche de vous qui vous dit je sais que t'aimes ça, ou alors je pense que ce livre te parlerait parce que en le lisant j'ai pensé à toi. Et honnêtement, je sais qu'il y a beaucoup de lectures, là j'ai vraiment mon étagère de mes lectures préférées en face de moi, il y en a énormément, vraiment là j'ai 5 livres en visu, c'est 5 livres qu'on m'a recommandés. Et honnêtement cette année c'est quelque chose que j'ai adoré faire, c'est qu'avec mes meilleurs amis proches, on n'a pas arrêté de se faire des recommandations aux petits oignons. Et il y a un petit truc hyper mignon, c'est que ça vous fait des sujets de conversation aussi hyper différents avec vos amis. Vous débattez sur quelque chose. Ah, moi j'ai bien aimé pour ça. Ah, moi j'ai moins aimé pour ça. Ah, mais du coup, moi j'ai pensé à ça en le lisant. Ça apporte beaucoup de fraîcheur en fait dans nos rapports avec les autres parce que, une fois de plus, ça apporte un partage fondamental qui est hyper inhérent à nos sentiments profonds. Puisqu'encore une fois, la lecture, même dans le divertissement, en fait, le divertissement n'empêche pas que ça fait appel à des sentiments ultra profonds. Voilà, moi franchement, quand je lis Hunger Games là, je suis désolée, hein, ça peut être du divertissement, mais déjà je trouve que c'est une œuvre ultra politique, engagée, mais je pourrais en parler, mais vraiment pendant des heures. Donc ça peut être très chouette. Mes recommandations de l'année 2025. Genre vraiment mes indispensables là de l'année. Alors peut-être qu'il y a 1 ou 2 coquilles, typiquement Maxime. Je veux pas lâcher l'affaire avec Maxime, ok ? Que j'ai lu il y a 2 ans. Mais ce sont vraiment des livres qui pour moi m'ont ouvert à beaucoup d'autres horizons. Je me permets de vous faire un petit aparté. Oui, j'ai mon écharpe dans ma maison, c'est le style. Voilà, la meuf a fait une vidéo en débardeur et juste après en écharpe, on ne comprend rien. Je disais donc, je me permets de faire une aparté sur la vidéo. Parce qu'en gros là j'ai mis 10 minutes à vous dire que quand je parle d'élargissement d'horizon, c'est qu'à la base moi je suis une lectrice purement de new romance. C'est-à-dire que vraiment les seuls romans que je lisais c'était des histoires d'amour, même parfois de dark romance. Ça a été vraiment court dans ma vie de lectrice. Et je ne pensais pas être capable, honnêtement, un jour, d'être intéressée par un autre style de lecture. Alors, je lisais des BD qui portaient pas sur du love, on est bien d'accord, mais les seuls romans voilà, qui restaient dans ma vie, c'était ça. Parce que, en fait, moi-même, ce qui réglementait ma vie, ce qui était au centre de tout, c'était l'amour. Et ce que je veux donc dire, c'est que par ces lectures qui, honnêtement, ont changé mon prisme de pensée et de me penser dans ma vie, dans mon environnement, en fait, ça a permis ça. Je viens de donner la réponse, pardon, en amenant ma pensée. Et c'est ça que je trouve trop cool avec les lectures que je vais vous présenter. C'est que, bien sûr, si vous avez envie de rester dans un sillon que vous aimez, que vous connaissez, faites. Encore une fois, la lecture, c'est quelque chose qui vous ressemble, qui est pour vous et pour personne d'autre. Il n'y a rien à prouver. Mais si vous avez envie d'explorer de nouvelles pistes,
par peut-être curiosité du coup d'explorer de nouvelles pistes en vous, de compréhension, de vous situer peut-être dans un horizon plus grand, plus large, sans dire qu'il est nécessairement meilleur, les lectures que je vais vous présenter abondent largement, très largement en ce sens. Premièrement, moi, une de mes grandes découvertes de l'année, ça a bien évidemment été la seule, l'unique, j'ai nommé Amélie Nothomb. Je les ai pas tous là dans ma main, mais on a Stupeur et Tremblement, Hygiène de l'assassin, son premier si je dis pas de bêtises. Tant mieux, le dernier qu'elle a sorti qui parle de sa maman. Je pense qu'Amélie Nothomb, elle se présente plus, sa tête vous dit forcément quelque chose. Elle apparaît toujours sur des plateaux télé, dans des interviews, avec sa manière de parler qui est bien à elle, avec son excentrisme pareil qui est bien à elle. Et moi en fait, j'avais jamais lu aucune de ses œuvres et cette année, je me suis dit non c'est bon Juliette, là faut sauter le pas. J'ai envie de savoir ce qui se cache derrière toute cette extravagance en fait. Quelle ne fut pas ma surprise que de tomber dans le merveilleux univers d'Amélie Nothomb. Je trouve que vraiment, si vous remettez à la lecture, que vous avez envie de lire des choses un peu nouvelles qui sortent de l'ordinaire, qui vous enrichissent même en termes de vocabulaire sans être jamais trop lourd en mode on comprend rien. Amélie Nothomb, c'est juste extraordinaire. Ça se dévore vraiment, je pense que, allez, si je mets 2 heures pour lire son livre, c'est que vraiment, c'est fou. Et je vous dis pas ça pour vous mettre une quelconque pression en mode si vous lisez en plus de 2 heures, c'est la honte. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que ce sont des petits pains frais, vous voyez, le matin au petit-déj. On n'a même pas besoin de les faire griller, on n'a même pas besoin de mettre de beurre, de confiture, c'est extraordinaire. Moi, je vous avoue que j'adore quand elle fait des livres sur sa vie, je trouve que ça va souvent être les plus touchants, mais j'ai adoré par exemple Hygiène de l'assassin qui n'est pas du tout autobiographique, qui est complètement fictive et qui est tellement mais folle, enfin en fait c'est-à-dire que quand on lit Amélie Nothomb on se dit mais où c'est qu'elle peut aller chercher ça? Je pourrais vous donner les résumés de chacun de ces bouquins, mais honnêtement c'est pas intéressant parce que ce qui est assez fou justement c'est de sauter poings et mains liés, pieds et mains liés, dans son univers, dans sa fantaisie, et surtout dans cette petite voix à qui elle ne dit jamais non dans sa tête. Moi j'ai dit Amélie Nothomb, c'est comme faire une séance de thérapie avec un psychologue à qui vous ne mentez pas. C'est cru, c'est vrai, ça se passe de faux semblants, mais ça garde toujours énormément de poésie, de légèreté, et surtout beaucoup d'humour. Donc là vraiment dans les trois vous choisissez celui qui vous plaît. Il y a aussi Métaphysique des tubes qui est très connu, mais ça c'est une valeur absolue sûre. J'en ai encore 3 qui m'attendent, j'ai trop hâte. Ma deuxième grosse découverte de l'année, pareil j'en ai beaucoup parlé, c'est Han Kang, écrivaine sud-coréenne qui a eu le prix Nobel l'année dernière, je crois, cette année, je ne sais plus. C'est écrit, prix Nobel 2024, Juliette, concentre-toi. J'avais commencé avec Impossibles adieux qui pour moi, là au vu de mes 2 dernières lectures d'elle, est le moins accessible des 3, de tous, puisque j'ai lu La végétarienne qui est extrêmement connue d'elle, mais aussi Celui qui revient, autre roman extrêmement connu de Han Kang. Ce sont des écritures qui sont très politiques, très engagées, ça traite toujours de sujets extrêmement précis. Alors je dirais que le moins entre guillemets factuel c'est La végétarienne, puisque par contre Impossibles adieux traite du génocide donc de Jeju, enfin d'une partie de la population de Jeju, et Celui qui revient des soulèvements de la ville de Gwangju qui se révolte contre en gros le pouvoir militaire en place à ce moment-là, dans les années 80. Honnêtement ce sont des lectures que je ne mettrais pas du tout au même rang d'accessibilité, parce que déjà je trouve que la traduction parfois ça se sent qu'on a traduit du coréen et dans les phrases ça peut peut-être être un peu particulier si vous n'êtes pas habitué à ça, vous n'avez pas besoin de parler coréen pour apprécier Han Kang, mais c'est surtout dans la poésie qu'elle a et de faire intervenir la nature. C'est-à-dire que peu importe le sujet qu'elle aborde, la nature est centrale et il y a un esprit très miyazakien, si je puis dire, qu'on retrouve dans les œuvres de Han Kang. C'est cette nature au-dessus de tout, cette nature qui nous envahit, cette nature qui même parfois va revêtir un peu ce costume du mystique, ce costume du fantastique dans certains de ses récits, et que moi je trouve extrêmement beau, qui me parle énormément et qui est venu me chercher dans les tripes. Je trouve que c'est vraiment une lecture coup de poing qui franchement vous laissera pas du tout insensible. En plus vous apprendra énormément de choses. J'ai pleuré maintes et maintes fois, mais pas en mode, c'était même pas que pleurer de tristesse, c'est que c'était ça faisait très longtemps en fait que je n'avais pas ressenti des émotions aussi fortes en lisant des bouquins avec des mots aussi simples. Donc vraiment si vous avez envie d'élargir voilà votre horizon de lecture, que vous êtes un peu curieux de en plus une écriture sud-coréenne, d'en savoir même un peu plus sur ce pays qui quand même a explosé depuis quelques années, je vous invite grandement à vous pencher sur Han Kang. Je ne saurais quel livre parmi ceux que je vous ai cités vous recommander le plus. Je vous dirais peut-être quand même La végétarienne et Celui qui revient par rapport à Impossibles adieux qui est quand même beaucoup plus dense et complexe je trouve. Une lecture que j'ai mais alors
adoré cette année, c'est la papeterie Tsubaki de Ogawa Ito. Vraiment, c'est une petite brique, voilà, de 360 pages et c'est juste sublime. Voilà, on suit donc en plus une jeune femme qui reprend, je sais pas comment ça s'appelle, genre elle est écrivaine de lettres mais pour les autres personnes. C'est son métier, la dame. Lettres de mariage, de licenciement, de divorce, d'enterrement, elle peut tout vous faire. Vous avez même des reconstitutions en fait des lettres parfois. Je trouve ça trop joli et hyper intéressant en plus à voir. Ça vous embarque pareil dans une contemplation de la vie un peu au ralenti, dans un monde où tout va très vite, hein, une fois de plus, et dans une appréciation des petites histoires de la vie des gens qui vont venir voir cette femme, qui en demandant leur lettre en fait vont raconter leur histoire et pourquoi cette lettre. Je sais que à un moment dans mon année où tout allait très vite, où je me sentais un peu perdue, ça a vraiment été mon Eldorado cette lecture, et elle peut faire peur entre guillemets si vous n'avez pas l'habitude de lire des gros bouquins comme ça, mais je vous assure qu'on en dévore les pages, et surtout j'ai adoré prendre mon temps de les dévorer l'air de rien, parce que je les laissais traîner volontairement sur un peu plus d'une semaine alors que j'étais à fond dedans. Et voilà, c'est comme une tasse de thé, voilà, qui est aussi bonne chaude que froide. Vraiment, je recommande les yeux fermés si vous êtes un peu intéressé par cette lecture voilà, à la japonaise, etc. Qui vous sortent des sentiers battus et qui soit juste hyper douce à lire. Alors, un autre bouquin que j'ai beaucoup apprécié cette année, c'est Jour Zéro de Stéphanie Braqueuet. Et c'est très drôle parce que quand tout à l'heure je vous disais oui, ne vous acharnez pas sur des lectures qui ne vous intéressent pas, au pire vous les reprendrez plus tard, eh bien c'est complètement le cas de ce livre. Stéphanie Braqueuet, en fait, dans Jour Zéro, elle nous raconte comment du jour au lendemain, elle a décidé d'arrêter de boire de l'alcool, et elle nous raconte en fait comment ce n'est pas du tout un choix qu'elle a fait du jour au lendemain, que c'est le résultat en fait d'énormément même je dirais, micro-prises de conscience ou grosses prises de conscience, des expériences de vie qui lui font dire voilà un beau matin, en fait c'est stop et c'est tout de suite. Et la première fois que j'avais lu les premières pages en fait, donc c'était dans un moment où moi je remettais beaucoup en question ma consommation d'alcool, etc. Je la trouvais trop régulière, trop facile. Et j'avais lu beaucoup d'ouvrages à ce sujet, par exemple Sans alcool de Claire Touzard, qui est extrêmement connue. Et j'ai mon meilleur ami qui m'avait recommandé cette lecture-là. Et le début, je l'avais trouvé un peu, trop factuel, limite trop précis, trop scientifique, parce que c'est ce qu'elle va faire en fait pour essayer de comprendre comment ça fonctionne pour s'en détacher. Et ce que j'ai aimé à ma relecture, enfin à ma reprise de lecture, c'est que plus on passe les pages, plus elle va dans le personnel, dans les sentiments, et moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup plus. Si c'est un sujet qui vous intéresse, même par curiosité de voir comment ça fonctionne, etc., parce que je vous le dis, il y a du coup beaucoup de sources différentes, c'est une lecture qui se fait ultra facilement, c'est vraiment écrit d'une manière très aérée, parce qu'en fait elle le fait au jour le jour, sur je crois un peu plus d'un an. C'est un petit bijou, et franchement ça fait remettre en question d'une bonne manière beaucoup de choses sur l'alcool. Et en plus, à l'approche du Dry January, mais vraiment, quel reco! Autre lecture, et là bien sûr je suis obligée de faire ma parenthèse lecture féministe. J'en ai 4 au total, à savoir Désirer la violence, Post-romantique, Amour silencieux et Vieille fille. Les 3 qui sont ici, je vais me permettre de vous les résumer très simplement parce que je vous invite à voir ma vidéo sur le célibat qui s'en inspire très largement. Mais en gros, ce sont 3 livres qui viennent réinterroger la notion de couple ou la manière dont il va s'exercer, notamment dans les cadres hétéros, dans notre société actuelle, surtout occidentale. Dans Désirer la violence, ce que j'ai énormément aimé de Chloé Thibault, c'est qu'on parle pas de couple, d'amour à proprement parler, mais de la vision que la pop culture nous a très largement vendue depuis des années, des décennies, et qui notamment nous donne des relations, des dynamiques, je dirais, de pouvoir, de soumission dans la sexualité, dans l'amour, dans la manière dont les relations amoureuses se font, extrêmement biaisées et influencées par le patriarcat, vous en doutez. Littéralement, c'est ce que la pop culture nous apprend à aimer. Moi, ça a été une lecture coup de poing, parce que ça a remis en question énormément de figures, de livres, d'influences que j'ai toujours eu dans ma vie en fait, et de me dire mais ouais, ça véhicule un message dans lequel je ne me reconnais absolument pas à l'heure actuelle, et honnêtement j'ai besoin d'en étager. Mais ce livre-là, je le trouve justement hyper intéressant pour revoir nos modèles de prédilection, et du coup pour repenser pour nous-mêmes l'amour, la sexualité, le couple, plein de choses. Post-romantique d'Anne Maillard-Laurent, ça a vraiment été la lecture de l'année, recommandée par une de mes très chères amies, Lou. Là, on a une écrivaine qui est aromantique, asexuelle, et qui décrit en fait pourquoi, selon elle, le couple tel qu'il est représenté et très largement incité à reproduire dans notre société pose problème, puisque déjà, il n'embrasse que, ou quasiment presque,
le modèle hégémonique, à savoir hétérosexuel. Dès qu'on sort donc de ces marges, ça commence, enfin quand on est dans les marges, pardon, ça commence à être compliqué. Ça questionne en fait véritablement pourquoi le couple devrait être aussi important, devrait être une étape comme ça majeure dans nos vies, alors qu'il y a énormément d'autres formes d'amour qu'on a, qui nous stimulent, peut-être parfois bien plus que ce que le couple fait appel en nous, quoi. Dans ce sens, que j'avais énormément aimé aussi, c'est Vieille fille de Marie Coq, qui est juste trop chouette, puisque on a là une quarantenaire qui nous dit pourquoi elle a décidé de ne plus relationner amoureusement avec des hommes. En fait, relationner tout court, je crois, enfin dans le prisme de couple, de relations charnelles ou autres, avec des hommes. C'est pas en mode elle a plus d'hommes dans sa vie, elle veut plus les côtoyer en mode... Et où elle raconte tout son parcours de vie, où elle s'est... en fait, elle a rescapé à un accident où elle aurait pu littéralement... oui. Et elle s'est dit, c'est ça ma vie. Genre là, si je meurs maintenant, je suis seule. J'ai pas les grands accomplissements dont on m'a toujours parlé, famille à toi, appartement, maison secondaire et tout. Mais est-ce que du coup c'est vraiment un problème ? Et où comme dans Post-romantique, elle va réinterroger les dictates en fait de la vie parfaite, de la vie normale, plus ou moins, notamment chez une femme, et de l'injonction qu'il y a à fonder une famille, à réussir sa vie à travers la famille, etc. Et à quel point c'est compliqué, mais nécessaire, de se dire que c'est très très bien d'avoir ce souhait, et c'est très très bien d'avoir le choix que de le réaliser en fait si on en a envie, mais qu'il ne représente pas une nécessité, et surtout qu'il ne représente pas un échec si pour X ou Y raison, on ne l'a pas voulu, ou alors on n'y est pas arrivé. Et ça, c'est quelque chose, ça me permet de faire la transition avec la dernière lecture en ce sens, Amour silencieux, repenser la révolution romantique depuis les marges, de Christelle Murula. C'est que, en fait, on n'est pas toutes et tous égaux, égales, dans les relations amoureuses, et si pour certaines, c'est facile, entre guillemets, enfin, plus facile de déconstruire le mythe amoureux, le mythe du couple, ça l'est pas pour tout le monde. Parce qu'il y a des personnes qui se battent en fait pour d'autres choses encore plus importantes, qui sont victimes par exemple de racisme, de validisme et d'autres choses là, pour qui en fait dire ah oui, au pire je vais juste passer ma vie seule, c'est pas aussi simple. Et ça ne fait pas les mêmes échos, de se dire bon là tu vas devoir te construire seule, parce qu'on n'a pas la même histoire, on n'a pas les mêmes disponibilités à la chose. Et je trouvais que ça donnait en fait un nouvel axe de pensée sur le sujet. Ensuite, en BD, il y en a vraiment eu une, si je dois en dire une, mais absolue, incontestée, que j'ai fait lire à tout mon entourage, et vraiment tout mon entourage l'a adoré. C'est Impénétrable de Alix Garin. Pour moi, c'est une BD au-delà d'être magnifique, qui est d'utilité publique, je ne cesserai pas de le raconter. C'est autobiographique et c'est sur l'histoire donc de Alix Garin, qui du jour au lendemain a des douleurs dans ses rapports avec son compagnon, et qui va s'interroger, va s'en suivre un parcours d'errance médicale pour comprendre ce qu'elle a, ce qu'il ne va pas chez elle, et où elle va plus largement se réinterroger en fait sur qui elle est, ce en quoi elle aspire, et notamment à ses désirs. C'est un livre écrit par une femme qui parle de désir comme une femme, et non comme un homme qui aurait écrit un livre en parlant du désir des femmes, et ça se sent dès les premières pages. Honnêtement, moi il y a des pages qui m'ont saisie, parce que vous voyez, j'ai 25 ans, j'ai l'impression d'être déconstruite sur beaucoup de sujets, de par mon expérience, de par l'expérience de mon entourage, mes lectures et tout, et je vous jure que, il y a des pages, elles font, c'est pas qu'elles font froid dans le dos en mode, oh mon dieu, mais plutôt elles nous font dire, oh waouh, ça, tu l'avais complètement intériorisé comme étant normal. Vraiment, c'est incroyable. Je ne peux que vous recommander cette BD, mais vraiment. Ensuite, nous avons Salon de beauté de Quentin Zution. C'est tellement saisissant dans le propos et dans la manière qu'il a de l'habiller que il vous faut un peu de temps pour l'assimiler, vous voyez, pour la digérer. Mais en gros, ça parle des premières personnes qui ont été victimes de sida, donc dans les années 80, et qui ont complètement été délaissées par le gouvernement à l'époque, qui étaient des marginaux, qui étaient exclus en mode vous le méritez, vous, ce qui vous arrive. Et de cet homme qui va tout simplement les recueillir dans son salon de beauté pour les accompagner dans leurs derniers moments. Et c'est sublime parce que c'est l'humanité crue, mais avec cette poésie, cette métaphore qu'on retrouve tout du long, de l'auteur-dessinateur Quentin Zution, qui est juste sublime. C'est extrêmement touchant, juste je la recommande chaudement. J'allais dire une BD plus légère pour cette dernière BD, mais pas forcément. C'est La Mourante de Pierre Alexandrine. Je crois qu'elle est assez connue, elle est quand même restée pas mal de temps en tête de gondole. Vous voyez, c'est des dessins très pop, très colorés, moi j'adore. Et en fait, j'ai été très agréablement surprise à sa lecture, parce que je m'attendais honnêtement sur un truc très léger. On suit une jeune femme qui en fait est immortelle, qui traverse les époques à une seule condition,
qu'elle soit toujours aimée, mais elle, qu'elle n'aime jamais. En gros, il faut qu'elle soit désirée en permanence, mais qu'elle ne tombe jamais amoureuse, parce que par contre, si elle tombe, elle, amoureuse, elle vieillit genre 4 fois plus vite que la norme, et du coup meurt 4 fois plus vite. Sous son apparat donc de fantastique qui traverse les âges, on a quand même le récit d'une femme qui traverse les âges, et d'une femme en plus un petit peu bizarroïde pour le commun des mortels qui la voit évoluer. Et je l'ai trouvée aussi divertissante en fait que poignante sur le sujet. Et je trouve que si vous voulez aller vers un truc qui justement vous amène vers des lectures un petit peu plus profondes, mais qui restent quand même hyper chill à lire, bah, je trouve que c'est juste l'équilibre parfait. Et ensuite, alors ça c'est pas des lectures que j'ai fait cette année, mais c'est 2 intemporels complètement différents, mais que vraiment je vous recommanderais parce que pour moi ce sont 2 livres qui m'ont redonné envie, donc chacun dans leur domaine, de lire en fait. On va avoir Panayotis Pasco, La prochaine fois que tu mordras la poussière, et Maxime Revers, Se vouloir du bien et se faire du mal. Là, on a un essai philo sur les relations humaines et en gros sur pourquoi les personnes qu'on aime le plus, en fait, c'est avec elles qu'on va avoir le plus de conflits et pourquoi ce sont ces personnes qui sont censées le plus nous connaître qui vont nous pousser dans nos plus gros retranchements. Et Panayotis Pasco, on est complètement sur une autobiographie donc de ce jeune homme, journaliste, comédien, humoriste et notamment, on va le comprendre très vite, mais en gros, il va aussi bien évidemment aborder son coming out. Ce que j'ai adoré dans les 2, c'est que ça pousse une réflexion et une vraie compréhension de l'autre que je trouve fabuleuse. Honnêtement, ce sont des lectures que je pense je vais poursuivre au fil des ans, encore et encore. Genre, déjà de 1, celui-là parce qu'il est, même si, entre guillemets, il est pas non plus énorme, il est très dense en termes d'informations. Genre vraiment, Maxime Revers, c'est un philosophe qui crée un système en fait de pensée qui est bien à lui, qui explique tout et que je trouve d'une rare intelligence. Enfin, je vous invite vraiment à voir cette interview qui moi m'avait fait complètement plonger dans sa pensée, etc. En plus cette édition là elle est trop belle. Enfin je veux dire voilà. Et c'est surtout que j'avais l'impression qu'il était dans ma tête. C'est que moi j'ai vraiment commencé à lire de la philosophie pour mieux comprendre les êtres humains et pour mieux comprendre mes relations avec les êtres humains. Comment ça se passe quand on n'est pas d'accord? Comment ça se passe quand on se fâche? Pourquoi j'en ai si peur? Et pourquoi en fait on ne devrait surtout pas redouter ces moments puisque ce sont les moments où on a l'occasion en fait de partager, de connecter avec les individus que l'on aime le plus au monde de la manière la plus simple qui soit et surtout comment faire en sorte de se parler de cœur à cœur et non d'ego à ego. Je l'ai trouvé merveilleux, je l'ai énormément recommandé. C'est pas forcément le plus simple à lire, ça par contre je vous l'accorde. Moi il y avait des fois où je lisais vraiment comme ça le truc, je relisais mes pages. Mais c'est selon moi un livre qui vaut mais tellement le coup si vous commencez à vous intéresser à la philosophie. Et si vous avez pas envie de vous taper Nietzsche, voilà, game changer. Tout du moins si vous avez pas envie de vous lancer dans cette lecture, je vous invite vraiment à écouter son interview. Ça vous mettra un peu sur la piste de si ça vous donne envie ou pas. Et enfin, La prochaine fois que tu mordras la poussière, c'est une lecture que je vais me refaire genre en mode là cette semaine dès que j'ai fini Hunger Games, parce que au-delà d'être juste un bijou de beauté, d'humanité, de transparence, vraiment comme rarement j'ai eu des lectures comme ça, c'est que c'est un livre qui donne envie d'écrire. Voilà, je sais pas si parmi vous il y a des personnes qui en plus de ça aiment écrire, mais même pas forcément écrire, vous voyez, en mode écrivaine, écrivain, ce que vous voulez, mais même d'écrire pour vous. Parce qu'en fait, il écrit ce livre sous une forme un peu de journal de bord, hein, il écrit pareil un peu au jour le jour. Et moi, je sais que je le lisais, j'étais en mode, mais ça me ferait tellement du bien de me décharger comme lui, il le fait en fait. Il y a beaucoup de gens qui ont des journaux intimes, moi j'ai jamais pu en tenir un, et bien je vous jure que ce livre, ça m'a redonné l'envie d'en tenir un, ou plutôt donné l'envie d'en tenir un. Et bien voilà mes agneaux, on est sur une vidéo conséquente mais à la fois je l'espère quand même relativement légère, enfin en mode agréable. N'hésitez pas bien sûr si vous êtes arrivé à la fin de la vidéo à commenter, alors là vous savez quoi commenter, plein de livres, voilà, en emoji. Ça permet de donner de la visibilité. N'hésitez pas à booster la vidéo par ailleurs si vous êtes arrivé à ce moment-là. Ça me fera plaisir et puis voilà, je vois comme ça qui regarde jusqu'au bout. N'hésitez pas bien sûr en commentaire à donner vos tips, vos recommandations lecture. Ce sera juste merveilleux pour cette fin d'année. N'oubliez pas que vous faites avec les armes que vous avez, mais que vous en avez en stock que vous ignorez, très certainement. Sur ce, je vous fais d'énormes bises et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo justement. Ciao!